Imaginez un monde sans vacances. Pas de congés payés, pas de semaine à la plage, pas de longue sieste sous le soleil. Bref, le cauchemar. Parce que oui, pour beaucoup, et même pour moi, les vacances, c'est sacré. Mais est-ce que cette sacralité est vraiment justifiée? Parce qu'à bien y réfléchir, les vacances sont censées nous offrir une pause. Un moment pour décompresser et recharger nos batteries. Mais ces pauses sont-elles vraiment efficaces? Combien de fois revenons-nous de vacances plus fatigués qu'avant de partir? Entre les voyages, les activités, les enfants à gérer, nos vacances ressemblent parfois à une épreuve d'endurance plutôt qu'à un repos bien mérité. Et si le problème, ce n'était pas le manque de vacances, mais notre rapport au travail et au temps de repos? C'est à cette question que nous vous proposons de réfléchir aujourd'hui avec mon acolyte Adrien Fillon, que vous connaissez maintenant à bien connaître. Bonjour Adrien, alors, à quand remontent toi tes dernières vacances? Moi, je prends pas beaucoup de vacances. Je prends parfois des week-ends pour visiter des endroits où voilà, changer un petit peu d'air, mais je prends pas tellement de vacances. Mais je crois que la dernière fois, c'était peut-être en février-mars, parce que du coup, j'habite à Chypre et c'est très difficile de faire de la randonnée ou de partir visiter des choses à partir d'avril-mai parce qu'il fait trop chaud. Donc il faut partir avant. Et donc j'étais parti dans un endroit qui s'appelle Akamas, qui est un endroit où il y a beaucoup de verdure, où c'est très... en fait, il y a des chemins de randonnée, c'est magnifique, c'est un parc naturel. Oh, bien. Donc t'aimes les Et vacances? j'aime visiter des endroits et j'aime être dans la nature et j'aime... Mais par contre, c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est le concept de vacances qui est intéressant à réfléchir à la fois d'un point de vue sociologique, à la fois d'un point de vue psychologique, et puis comment on va le démarrer d'un point de vue historique avant tout, parce qu'il faut comprendre d'où viennent les vacances pour savoir comment les vacances fonctionnent aujourd'hui et quel impact ça peut avoir sur nos vies. Et bien justement, pourquoi est-ce que tu souhaites nous faire réévaluer notre besoin de soleil et de sable fin? Alors, moi j'ai beaucoup aimé cette question parce que déjà c'est notre besoin, comme si ça touchait tous les Français ou même tous les travailleurs. Mais j'avais vu du coup cette statistique que 40% des Français ne partent pas en vacances par manque de moyens. Et tu as rajouté, tu veux lire ce que tu avais rajouté? Attends, oui, il faut juste que moi je retrouve ce que j'ai rajouté parce que ça, ça, ok. Moi j'avais mis que bah, partir, ça dépend aussi du milieu social parce qu'il y a 65% des cadres supérieurs et des professions intermédiaires qui partent en congé contre 47% seulement des ouvriers. Alors ça, ce sont les données de 2002 du Crédoc que je vous mettrai aussi en commentaire. Puis j'avais aussi à rajouter que bah, plus on monte dans l'échelle sociale, plus on a de chances de s'échapper. Et pour de pour plein de raisons en plus, hein, parce que... J'aime bien que Pourquoi est-ce que tu rigoles? tu utilises le terme s'échapper. Genre, il Ouais, faut mais s'échapper. s'échappe du travail et de la douleur du travail, c'est ça. C'est bien, t'es convaincu. Et donc, du coup, mais pourquoi est-ce qu'on a ce besoin de s'échapper, justement? Enfin, pourquoi est-ce qu'on a ce besoin de s'échapper? Oh là là là. Pourquoi est-ce que plus on monte dans l'échelle salariale et plus on a la chance de s'échapper, on va avoir la chance vraiment de s'échapper, pourquoi? Bah, parce qu'il y a les catégories sociales supérieures, elles gagnent mieux, mais aussi parce que bah, c'est partie de leur mode de vie, en fait, parce que les plus favorisés, ils ont plus souvent l'habitude de voyager avec leurs parents, donc ils reproduisent ça aussi après avec leurs enfants, etc. Donc il y a quand même une énorme partie de la population qui, eux, ne partent pas en vacances et qui n'ont pas cette occasion de pouvoir s'échapper, pour reprendre, j'aime bien ce terme du coup, je le comprends mieux. En fait, oui, on peut un peu distinguer les choses en trois domaines différents. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les plus pauvres qui ont des vacances parce que c'est légal, mais qui ne font rien d'un point de vue, enfin, qui ne partent pas. Et souvent, ce qu'ils vont faire, je suis désolé, j'ai dit ils ne font rien, mais c'est faux. Ils vont surtout investir leur intérieur. Donc, ils vont, s'ils ont un petit peu d'argent, investir dans leur capital intérieur, à essayer d'acheter des meubles un peu plus beaux, d'améliorer en fait ce qui va être leur quotidien, refaire des travaux, retaper la maison, etc., etc. Ensuite, il y a des catégories un peu plus aisées avec un capital un peu plus important, souvent qui vont disposer d'une maison familiale. C'est une grande famille et il y a une maison l'été en Italie, en Espagne, etc. Ils vont aller toujours au même endroit, c'est leur maison familiale. Parfois même toutes les familles élargies vont se retrouver dans la même maison à un moment précis. Ou alors, eh bien, ils vont avoir leurs habitudes de vacances, donc ils vont aller
pas sur la côte, à côté de Bordeaux, à côté peu importe, dans un camping, mais c'est toujours le même. Ils vont pas aller chercher de l'aventure, etc. Et seules les personnes les plus aisées, elles, vont prendre l'avion, vont partir loin, vont partir peut-être parfois plus longtemps aussi. On voit bien ici que derrière le terme vacances, en fait, il y a plein de manières de vivre ces vacances différentes en fonction du capital qu'on possède et en fonction des habitudes et des connaissances que l'on a acquises sur ce que l'on veut faire durant les vacances. Je pense que c'est déjà important de parler de ça. Et puis la deuxième chose à laquelle je pense qu'il faut qu'on parle, c'est l'historique des vacances. Parce que justement, qu'est-ce qui fait que les personnes partent de manière différente en vacances? J'avais fait du coup un historique un petit peu complet, mais je pense que c'est important quand même de d'avoir vraiment une vue de comment ça a marché, au moins en France. Je sais que, bon, au Canada, l'historique est différent, mais je pense que dans tous les pays, globalement, la volonté gouvernementale était un petit peu la même. C'est pas forcément au même moment, c'est pas forcément avec les mêmes lois ou de la même manière. En France, c'est en 1936 qu'on a les congés payés, donc ça dure 2 semaines. Et il y a un petit peu ce mythe que ce serait les luttes ouvrières et notamment Léon Blum qui a permis d'obtenir les congés payés. En fait, j'ai essayé de retrouver d'où venait exactement le vote de cette loi. Et effectivement, c'est le gouvernement précédent et notamment Louis Gros, qui était un député de droite, qui a fait voter en 1931 les congés payés. Et après, bah, avec justement les luttes ouvrières, ils n'ont pas eu le temps de l'appliquer. Et donc le Front populaire, lui, ils n'avaient pas le congé payé dans le programme quand ils ont été élus. Il n'y avait pas les congés payés dans le programme, mais ils l'ont fait voter. Enfin, ils l'ont appliqué. Ils ont appliqué une loi qui a été votée auparavant. Donc c'était 2 semaines en 36. En 56, ça passe à 3 semaines. 4 semaines en 69 et 5 semaines en 82. Oui. Donc on voit Et bien cette que évolution, justement... Ah, excuse-moi, vas-y. oui, et que c'est du coup, ces lois ont été parfois votées par des gouvernements de gauche et parfois votées par des gouvernements de droite. Donc c'est pas fondamentalement un fait de gauche, les congés payés. Ça déjà, c'est quelque chose qui est intéressant à noter. Alors c'est quoi l'objectif de ces congés payés? Pourquoi c'était intéressant pour un gouvernement de droite d'avoir 2 semaines de congés payés pour tout le monde en France? L'objectif, qui a été, réexpliqué par la suite, ça a été de faire dépenser les travailleurs qui avaient un petit peu de capital. C'est-à-dire que les luttes ouvrières ont amené les travailleurs à gagner de l'argent et suffisamment d'argent pour pouvoir posséder un capital. Tout l'enjeu de la part des capitalistes, c'est que ceux qui ont un capital plus faible ne capitalisent pas sur le capital qu'ils peuvent avoir et que ce capital soit redistribué. Donc finalement, ils ne créent pas de capital, ils redistribuent l'argent qu'ils ont pu gagner. C'est comme ça qu'ils ont créé une notion qu'on appelle aujourd'hui le tourisme qui n'existait pas avant. Le tourisme, c'est l'idée que les plus pauvres puissent dépenser l'argent qu'ils ont plutôt que d'en tirer un capital auquel ils pourraient tirer un bénéfice par la suite. Et ça se voit de plusieurs manières différentes. Il y a plusieurs arguments qui étayent enfin, il y a plusieurs observations qui étayent cet argument, pardon. La première, c'est que dès le début, les vacances sont pensées pour la dépense. Ils vont lancer des tarifs réduits sur les chemins de fer. Par exemple, ils vont vendre 1,5 million de billets pour que les personnes partent en vacances. Donc, ils aillent consommer ailleurs que chez eux. Alors ça n'a pas très bien marché au début parce qu'en fait, il y a une part, on l'a dit juste avant, il y a une part très importante de l'habitude dans les vacances. Donc en fait, la plupart des gens, au début, vont aller voir l'exposition universelle. En fait, c'est à partir des années 50 que les travailleurs vont vraiment partir en vacances plus loin. Et ça, c'est dû principalement à l'arrivée des autoroutes et des voitures. Ah ouais. Et c'est aussi pour ça que c'est à cette époque que on a la troisième semaine. Pourquoi la troisième semaine est liée... Ah, parce que c'était le temps de revenir après avec la voiture. Donc, du C'est coup, c'est pour ça qu'ils ont dit, ah, bah tiens, on va rajouter une troisième semaine. Ils ont vu que c'était effectivement intéressant d'avoir une troisième semaine, justement pour que plus de personnes puissent partir et partir plus loin. Ok, mais du coup, ça pose pas de problématique, là. Là, au contraire, on peut se dire, bah c'est Pour l'instant, bien. ça pose pas de problématique, mais c'est juste pour expliquer pourquoi il y a Mhm. ces vacances. En fait, ce qui s'est aussi passé avant ça, donc là on parlait des années 50, mais si on revient dans les années 30, en 1939, il y a eu l'unification des vacances scolaires l'été. Et la raison pour laquelle il y avait des vacances scolaires l'été,
c'était de permettre aux adolescents d'aller travailler dans les champs avec les parents. C'est-à-dire, les vacances n'ont C'était pas des vacances. n'ont jamais été pour le gouvernement une manière de se reposer ou de faire de l'oisiveté. C'était pour l'objectif de rentabiliser les champs et l'agriculture. Et de même, si on fait du coup un bond en avant, dans les années 80, on a eu la 5e semaine de vacances. Au même moment, on a les chèques vacances qui arrivent. C'est-à-dire que on pense les vacances avec les chèques vacances. L'objectif des vacances, là c'était sous les années Mitterrand, c'était de dépenser de l'argent pendant ces vacances. Donc ça, c'est vraiment la volonté des gouvernements et des capitalistes de s'assurer que l'argent que reçoivent les travailleurs puisse être directement redistribué pour refinancer le capital derrière. Mais après, attends, excuse-moi, je t'interromps. Parce que on peut se dire que, ok, mais pourquoi pas? C'est comme ça que peut fonctionner un pays, parce que de toute façon, si tu gagnes de l'argent, c'est bien pour le dépenser. Sinon, pourquoi est-ce que tu gagnes de l'argent? Pour le capitaliser, les capitalistes, ils dépensent pas leur argent, ils le recapitalisent. Quand tu es un investisseur, tu ne dépenses pas ton argent, tu réinvestis dans d'autres entreprises pour continuer à gagner ton capital. D'un point de vue du pourcentage de dépenses qui est alloué, tu prends une personne qui possède un certain montant, euh, il va le dépenser dans les vacances, il va le dépenser dans sa vie quotidienne, la nourriture, le chauffage, etc. En termes de pourcentage, quand tu es très pauvre, le fait de louer ton logement va te coûter à peu près 30, 40, voire 50% de ton salaire. Quand tu es très riche, ça va te coûter 0,1% de ton salaire. Même si effectivement c'est 1 million ou plus par mois. Il se trouve que du coup, le reste de l'argent que tu as, c'est pas de l'argent que tu as sur ton compte en banque, c'est de l'argent que tu investis en bourse. Mhm. Oui. Donc c'est vraiment pas la même logique. Et de ce fait, on observe que les ouvriers vont commencer à investir en bourse à partir des années 50. Et donc c'est là où ils vont essayer de faire en sorte qu'ils investissent le moins possible, qu'ils dépensent autrement. Par le biais des vacances, notamment. Entre autres. Entre autres. Et puis par le biais d'autres choses, c'est-à-dire la consommation, on va leur dire que c'est vachement mieux d'avoir un lave-linge, que c'est vachement mieux d'avoir un frigo, que c'est vachement mieux d'avoir une voiture, que c'est vachement mieux d'avoir une télé, qu'une radio, etc. Donc il y a toujours des raisons de consommer. Très bien. Donc là, on est dans tout ça. Et après, par rapport à l'impact que ça a aujourd'hui. Et alors, après, du coup, par rapport à l'impact que ça a aujourd'hui, c'est que si on regarde du coup cette succession de lois, on se rend compte que ces lois vont avoir tendance au maximum à normaliser les temps de oisiveté. C'est-à-dire que il est clair que quand tu travailles, il y a des moments où tu es oisif. Mhm. Pendant très longtemps, ces temps de oisiveté, c'était des temps, en fait, quand le contremaître n'est pas là, tu fais un petit peu ce que tu veux. C'est-à-dire qu'à la fin, si tu as fait ton job, il y aura personne pour te dire que tu as pas bien fait ton job. De même, aujourd'hui encore, quand tu es sur un chantier, n'importe qui voit un chantier voit qu'il y en a qui travaillent, il y en a qui travaillent pas, il y en a qui sont assis, c'est des temps d'oisiveté. L'objectif du capitalisme, c'est de contrôler, de normaliser et de moraliser les temps de oisiveté. Et donc, ce que permettent les vacances pour les capitalistes, c'est de dire, OK, vous avez le droit à la oisiveté, mais vous n'y avez le droit que dans un temps spécifique, un temps que votre patron décide, parce que, in fine, c'est pas toi en tant que travailleur qui dis je pars en vacances. Tu demandes à ton manager, à ton N+1, est-ce que je peux partir en vacances cette année? Et du coup, tu as un chiffre sur un chiffre vert, ok, c'est toi qui pars, chiffre rouge, c'est toi qui reste, etc. Et surtout sur un temps déterminé. Temps déterminé qui est 3 semaines l'été, 1 semaine à Noël, 1 semaine au printemps, basta. Donc il y a là une normalisation. Et évidemment, il y a aussi cette normalisation qui est de plus en plus forte. À partir du moment où on dit bah l'entreprise ferme en août, donc tu dois prendre tes vacances en août. Tout le monde prend ses vacances en août. Et qu'est-ce qui se passe? Mais ça coûte plus cher de partir en vacances. Donc tu dois dépenser une partie de la somme que tu as, que tu ne peux pas réinvestir dans le capital, etc., etc. Et donc en fait, pour faire plaisir aux capitalistes, on prive de liberté les travailleurs. Ok, mais là, on pourrait se dire, j'ai poussé un peu plus, mais on pourrait se dire aussi, mais c'est normal que l'entreprise te dise oui ou non que tu puisses partir en vacances ou pas, parce que sinon, comment ça serait si tout le monde veut partir en vacances au même moment? Tu sais, on est obligé d'avoir un certain contrôle, sinon l'entreprise est vide, il n'y a plus rien qui fonctionne. La question est jusqu'à quel point, enfin, il y a deux questions. Il y a une question, c'est jusqu'à quel point on veut
contrôler, il y a une question qui est jusqu'à quel point on veut normaliser. C'est-à-dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de ces logiciels qui disent: «Toi, tu travailles, tel jour, tu travailles tel toi, tu dois partir une semaine, tu peux pas partir, 3 jours, tu peux pas être absent une journée» et cetera. C'est vraiment une question de et d'ailleurs ça se voit, je veux dire, dans des entreprises qui fonctionnent bien, si tu es absent une journée, tu informes ton supérieur: «Désolé, je serai pas là aujourd'hui». Tu as pas besoin de faire une feuille, tu as pas besoin de d'aller voir, le médecin pour d expliquer pourquoi et faire des justificatifs et des machins, c'est plus fluide. Sauf que le capitalisme, lui, déteste ça. Le capitalisme, lui, il a besoin de KPI, il a besoin que tu expliques pourquoi tu n'as pas été productif à tel moment, il a besoin que tu justifies tout ce que tu es en train de faire et ça, c'est du contrôle et donc il préfère largement que ce soit contrôlé en disant: «Tu as le droit de prendre une semaine à Noël, 3 semaines en été, une semaine au printemps, rien de plus». Et le plus, et bah, c'est, tu dois le justifier, parce que, on veut que ce soit payé. Ça peut être payé par l'État, par la sécurité sociale, ça peut être payé par mais il faut que ce soit indemnisé d'une manière ou d'une autre. Mmh. Et un autre point qui est important, c'est que, les vacances sont aussi un indicateur de productivité. Quand tu dis aux gens, aux travailleurs: «Tu vas partir 3 semaines en août», tu leur dis aussi: «Tu dois travailler fortement en mai, juin, juillet parce que tu pars en août. Tu dois être productif parce qu'après tu seras plus là» et donc les vacances sont une raison pour le capitalisme de pousser les individus vers plus de productivité dans les moments où ce n'est pas les Oui, vacances. parce qu'en fait, tu te dis, il faut vraiment que tu Comme, clôtures tout disait, avant les vacances, donc tu carbone tout, tu charbonnes avant les vacances, tu te dis sinon après, ouais. exactement. Il y a Père Perrier qui avait écrit un livre qui s'appelle «Vacances populaires» et dans lequel il y a un chapitre qui s'appelle «Les vacances, un instrument du contrôle social». Et il dit: «Le repos annuel n'est-il pas, par contre-coup, la meilleure justification au développement d'une politique d'intensification des cadences et des contraintes de production, une manière de rationalisation des comportements au travail?» Ce qu'on pourrait expliquer, par: «Tu dois travailler dur parce qu'après tu pars en vacances». Et en vacances, tu as pas le temps de te reposer parce que tu as le droit qu'à 2 semaines. Tu reviens et tu dois retravailler dur et re-rattraper les choses où tu étais pas là. Ça serait ça la logique, de pour pousser ce qu'il dit? C'est ça. Bah, alors attends, déjà, il y a aussi cette idée de, quand on parlait de normalisation, Mmh. cette idée de: «C'est bizarre de partir en juin, c'est bizarre de partir en mai quand tout le monde travaille». C'est bizarre de partir quand tout le monde travaille et c'est bizarre d'être là quand, les autres ne sont pas là. Donc ça pousse aussi à une normalisation au sein des entreprises. Et du coup, ce qui fait que typiquement moi qui, n'ai pas eu d'enfant pendant longtemps et qui aurais pu partir à d'autres moments, je ne pouvais pas à cause de mon entreprise ou de l'entreprise de ma femme ou et cetera. Oui, qui Parce que, bah, il y imposait a de toujours des partir contraintes, il y a en toujours des août ou en difficultés. juillet par rapport. Bah, alors imposé ou pas imposé, c'est tout le souci, c'est que ça peut être imposé pour l'entreprise ferme, mais ça peut aussi être: «Ah non mais si tu pars là du coup, ça va être compliqué par rapport, à telle Mmh. famille qui, va être là», en tant que psychologue, telle famille qui va être là alors que c'est pas possible ou alors tel projet qui va se finir pendant que tu seras pas là alors qu'on a besoin de toi parce que tu fais partie du projet et cetera et cetera. Donc c'est pas forcément, imposé par l'entreprise ou imposé par des lois, c'est plutôt imposé par le système social qui tend à la normalisation des temps de vacances. Et finalement, c'est de la privation de liberté. C'est fou parce que j'avais jamais vu que les vacances étaient de la privation de liberté. Je voyais plutôt l'inverse, les vacances étaient enfin la liberté. Et là, tu es en train de nous dire: «Non mais en fait, ça nous prive plus de liberté qu'autre chose». Mais est-ce que Et la vas-y, la vas-y. question, c'est de dire, il y a un temps de travail et il y a un temps d'oisiveté. La question est comment on intègre les 2 ensemble? Et le capitalisme dit: on intègre la oisiveté dans un temps limité donné, normalisé et moralisé pour les individus. Si tu fais de la oisiveté dans ce temps-là, alors c'est bien, c'est moral. Si tu es oisif dans un autre temps, ce n'est pas bien, ce n'est pas moral. Tu dois être productif dans le temps où tu n'es pas oisif. Ça sert à ça les vacances dans le OK, mais alors capitalisme. dans le capitalisme, on te dirait: «Beh, de toute façon, c'est normal parce que pendant ce temps-là où tu es productif, tu es payé. Donc c'est normal que tu pas à être oisif». Ça dépend. Ça veut juste dire que du coup, tu n'es que le produit de ton travail. C'est-à-dire, si tu poses cette question-là, Mmh. la question c'est: «Mais du coup, à chaque fois que je ne travaille pas à mon plein potentiel, je fais perdre de l'argent, donc ce n'est pas une bonne chose». C'est drôle que tu dises ça, enfin, je suis en train de réaliser quelque chose parce que dans on va pas citer le nom des entreprises, dans une grosse entreprise, heu
dans laquelle j'ai travaillé où il y a plus de 10 000 employés, c'était vraiment le message du gros patron était: «Donnez en fait, je veux que votre énergie au travail soit donnée qu'à 100% à l'entreprise et même quand vous avez des projets à l'extérieur», je sais plus comment il avait formulé ça, mais c'était vraiment tout était donné pour l'entreprise et maintenant que tu me dis comment c'est contrôlé par rapport aux vacances et tout, ça a une autre, Saveur. connotation. Oui, exactement. Plus du tout la même. Ça avait, avant, ça avait juste la saveur de bah oui, c'est normal, je travaille. Ah, maintenant, où est la place de la liberté? Enfin bon, tout ça, revenons à notre sujet, qui est, du coup, toi, ce que tu reproches aux vacances, si je peux. Attends, juste avant ça, excuse-moi, parce qu'en France, quand même, il faut quand même noter, là, tu as parlé des 5 semaines de vacances, c'est bien. Je veux dire, par rapport au reste du monde, notre temps de oisiveté, elle est chouette quand même. Alors déjà, faut se poser la question parce que on n'est pas. Moi, je pars de ce principe qu'il y a forcément des temps d'oisiveté et il y a forcément des temps de travail. Mhm. Mais je pense qu'il y a quand même une question subsidiaire à se poser, c'est est-ce que on est vraiment oisif durant les vacances? Et ça, je suis pas convaincu de ça déjà. Ah, est-ce que tu peux nous en dire Là, plus? justement, alors, oisiveté et repos, est-ce que c'est la même chose? On va dire que là, pour l'exercice du podcast, tu peux dire que c'est à peu près la même chose. Mais il y a quand même une vraie différence. On peut être oisif sans nécessairement se reposer. La question, à mon sens, est est-ce que on essaye de rendre les vacances capitalistes ou pas? Ce qu'on a dit juste avant, c'est qu'il y a vraiment un système où on a développé du tourisme au sein des vacances et donc on essaye de faire dépenser les gens en vacances. Mhm. Et il se trouve que pour faire dépenser les gens en vacances, il y a rien de mieux que rendre productifs les gens dans leurs dépenses aux vacances. D'accord? Ok. Mhm. Je te Et suis. donc, il y a un terme, moi, que j'adore, qui est le «surtout profite bien de tes vacances». Parce que profite bien, c'est fais un profit de tes vacances. C'est une logique capitaliste, c'est tirer un profit de tes vacances. Et on ne dit jamais à un patron: «Profite bien du travail que je te fournis». Ouais. C'est-à-dire, pourquoi, le patron, lui, peut se permettre de te dire: «Profite bien de tes vacances avant de revenir au travail» et toi, tu ne peux pas lui dire: «Profite bien des fruits de mon travail avant que je ne parte en vacances». Mais du coup, ça me fait poser, la question du profit, Mhm. ça fait quand même poser la question de qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances? En fait, l'injonction à profiter des vacances, ça amène à l'injonction qu'il faut réussir ses vacances. Tu as les vacances où tu as réussi à profiter et les vacances où tu as pas réussi à profiter. Et les vacances où tu as pas réussi à profiter, c'est des vacances que tu as gâchées, ou en tout cas que tu vas ressentir comme avoir gâché. Et là, ça pose la question de qu'est-ce que ça veut dire réussir ses vacances? Qu'est-ce que ça veut dire avoir réussi à profiter de ses vacances? Eh bien, souvent, ça veut dire aller voir tous les restaurants qu'on avait voulu voir, aller voir tous les musées qu'on avait voulu voir, faire les randonnées qu'on avait envie de faire, être allé, visiter telle personne qu'on avait envie de faire. On va faire des to-do list. On va utiliser, des guides et dire et checker dans les guides, voilà, faut aller là, faut aller là, faut aller là. On va faire les tours qui sont conseillés par les guides, les tours opérateurs et cetera et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait des photos, on les met sur Instagram, on les envoie sur WhatsApp, et donc il y a ceux qui réussissent leurs vacances parce qu'elles ont des belles photos d'endroits incroyables et il y a ceux qui réussissent pas leurs vacances parce que, bah, ils ont pas réussi à le faire parce qu'ils étaient malades, parce qu'ils ils sont allés dans tel pays où ils ont chopé une indigestion, ils ont pas pu bouger parce que ils ont gâché leurs vacances et à ce niveau-là, les vacances ont un effet négatif sur les individus. Parce que ça crée de l'anxiété. Ça crée de l'anxiété avant des vacances de se dire: «Est-ce que je vais réussir mes vacances?» Ça va créer de l'anxiété, voire parfois même des symptômes dépressifs après si on n'a pas réussi ses vacances et de toute façon, ça recrée de l'anxiété par la suite en disant: «Mais en fait, mes prochaines vacances, faut qu'elles soient au moins aussi réussies que les Là, anciennes». là, tu es en train de décrire le pourquoi il y a beaucoup de personnes qui rentrent de vacances et qui se disent: «Ah mais en fait, je suis encore plus épuisée qu'avant d'être partie en vacances». À cause, du phénomène qui accompagne les vacances, qui est, bah, il faut profiter de ses vacances, il faut réussir ses vacances. Et donc oui, effectivement, ceux qui n'ont pas réussi, ils sont crevés, quoi. OK, mais est-ce que tu es quand même d'accord de dire qu'il y a des bienfaits psychologiques aux vacances? La question à se poser, c'est les bienfaits par rapport à quoi? À ta santé mentale, que du coup, tu puisses récupérer de la fatigue que tu as accumulée? Non, mais par rapport à pas de vacances du tout, la réponse est oui. Je veux dire, quelqu'un qui travaille 100 de son temps,
ben, je suis même pas sûr que Mmh. ce soit viable, quoi. La personne, elle va mourir à un moment donné. Elle va s'épuiser à un moment donné. La question est, profiter des vacances par rapport à avoir un travail moins productif. Je pense que c'est pas si évident que ça. Un travail dans lequel tu peux insérer de la oisiveté dans ton travail, je pense pas. Quelqu'un comme Darwin, par exemple, qui disait: «Moi, il a accompli quand même beaucoup de choses, Darwin, c'est quelqu'un d'important dans le milieu scientifique». Qui disait: «Bah, moi, le matin, je me promène, ensuite je m'occupe de mon potager, ensuite je me repromène, l'après-midi, j'écris un petit peu, ensuite je lis un petit peu, ensuite je me repromène». Quelqu'un d'extrêmement peu productif, mais c'est quelqu'un qui, à la fin de sa vie, a marqué l'histoire. Et c'est quelqu'un qui prenait pas spécialement de vacances non plus. Donc c'est une vraie question, c'est-à-dire, est-ce que les vacances sont sont bonnes pour la santé mentale? Par rapport à quoi? Est-ce que notre objectif de vie à nous, c'est de nous épuiser au travail et de dire: «Non mais t'inquiète pas, on aura 3 semaines pour récupérer dans 3 mois»? Ou est-ce que la manière que l'on a de vouloir fonctionner, c'est: «Non mais en fait, si aujourd'hui je me sens pas d'aller travailler, j'ai le droit en fait de pas vouloir aller travailler aujourd'hui». En disant: «Bah, on fait confiance aux gens» et on fait vraiment confiance aux gens pour dire: «Beh, si c'est des gens qui sont vraiment impliqués dans le travail, bah, c'est vrai, si aujourd'hui ils ont pas envie de travailler, ils ont pas envie de travailler, mais demain ils auront envie». Moi, en tant que chercheur, je sais très bien qu'il y a des jours, je serai pas productif et je fais des choses qui sont pas très intéressantes et je sais qu'il y a des jours, ce matin, j'ai écrit un article en une demi matinée, quoi. Bon, bah, là, j'ai été très productif. Mais le fait est que le capitalisme ne supporte pas ça. Et d'ailleurs, le métier de chercheur est un métier fondamentalement anticapitaliste parce que tu décides pas d'avoir de l'inspiration ou pas, tu décides pas, d'avoir un moment où ça y est, tu as compris un truc. La créativité, c'est pas quelque chose de capitaliste. Et il y a un truc que tu dis que j'aime bien qui est, bah, il y a des fois où juste, bah, tu pas envie de travailler, t'es pas bien et cetera, mais tu te forces parce que sinon t'es obligé, t'es pas payé. Sauf que cette période et tu l'expliques très bien, où tu vas quand même et tu te forces au travail, c'est ce qu'on appelle, bah, le présentéisme, c'est que tu au travail, mais t'es pas là et ça coûte encore plus cher que l'absentéisme. Hem et du coup, je trouve ça intéressant le point que tu amènes, parce que je me dis: «Beh, en fait, si on allait plus vers cette confiance-là, se dire: "OK, bah, regarde, aujourd'hui, t'as pas envie, t'es fatigué ou quoi que ce soit, reste, repose-toi, puis je te fais confiance, demain tu vas revenir"» et puis, bah, comme toi, tu sais, là, tu me dis: «Bah, regarde, en 30 minutes, j'ai pu écrire un article, donc tu as été très productif». Bah et ça, je pense que ce qui permet ça aussi, c'est de pouvoir se laisser ces temps-là de repos, de oisiveté et puis comme faisait Darwin, en fait. Mais on est très, très loin de Ce là. qui compte, c'est que la personne au-dessus de moi me fait suffisamment confiance pour me laisser une totale autonomie vis-à-vis de ce que je fais au travail. Si un jour je décide de partir à 14 heures du travail, je peux. Ça lui posera aucun problème. Et d'ailleurs, la personne au-dessus de moi parfois, il part, beaucoup plus tôt dans la journée parce que, bah, oui, il doit aller, emmener sa fille, faire de la danse, donc il fait des choses et c'est pas grave en fait, il est tout à fait OK, bah, alors productif. du coup, comment est-ce qu'on peut équilibrer les périodes de travail et de repos pour maximiser, désolé, on est quand même dans le capitalisme, donc pour maximiser l'efficacité et le bien-être des employés? Oui, en fait, la question me paraît, intéressante parce que c'est comme si c'était pas déjà fait. Comment on pourrait faire? Mais en fait, c'est déjà fait. Il y a les vacances, il y a, les jours fériés, il y a, toutes les périodes qui ne sont pas des vacances, que les gens voient comme des pré-vacances. Parce que finalement, c'est quand tes prochaines vacances? Ah bah, moi j'ai posé, le 15, juillet. Ah moi j'ai posé le 20 juillet. Tu te dis ça à partir de mars. Donc finalement, tous les gens qui travaillent pensent aux vacances en permanence. Mais finalement, bah, c'est ça qui les fait tenir, c'est de se dire: «OK, on a l'espoir d'aller en vacances bientôt», et donc ça, pour moi, l'équilibre, il est déjà là, en fait. Alors, bah, je sais parce que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, j'avais un peu plus l'impression qu'il y avait pas encore cet équilibre-là, vu que tu disais que on attend ces 2 semaines, ces 3 semaines, ces 4 semaines de vacances et cetera, au lieu d'avoir plus quelque chose sur, bah, sur le fait de, bah, de se faire confiance, de laisser, les employés s'ils ont pas envie d'aller, tu vois? Ah oui, attends, et la question est, un équilibre pour qui? Mmh. Là, l'équilibre dont je te parle, pour moi, pour un capitaliste, c'est l'équilibre rêvé, c'est-à-dire mes concurrents ont leurs employés qui partent en vacances en août, moi, ils partent en août aussi, on est tous d'accord là-dessus, aucun problème.
Et ils reviennent fin août, début septembre pour travailler, aucun problème. Pour moi, l'équilibre pour les capitalistes, il est parfait aujourd'hui. On ne pourra pas faire mieux. C'est-à-dire, si on retire euh, des jours fériés, si on retire une semaine de vacances ou quoi, ils seront moins productifs, nos travailleurs. Donc, faut pas leur retirer ces vacances-là. Donc, pour moi, on a trouvé l'équilibre parfait. Après, toi, la question que tu poses, c'est quel est le meilleur équilibre pour Mhm. les travailleurs? Et là, ça pose une autre question, qui est, est-ce qu'il y a vraiment un équilibre? Tout simplement parce que, ben, tout le monde n'est pas aussi réceptif au travail. Et dans ce cas-là, bah, est-ce qu'on pose la question, est-ce qu'il y a des gens qui sont contents de travailler, des gens qui sont pas contents de travailler? Et ceux qui sont pas contents de travailler, bah, ils pourraient être oisifs tout le temps et ce serait OK, Ce serait OK si on aurait un revenu universel. par exemple. Mais sinon ça serait pas OK parce qu'ils peuvent Mais du coup, pas. ça demande de repenser le capitalisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Mmh. on a des règles capitalistes qui favorisent les capitalistes au détriment de la liberté des travailleurs. Si on veut que les règles soient favorables aux travailleurs, il faut sortir de la logique capitaliste, c'est pas possible. En tout cas, par rapport à ta question, pour moi, l'équilibre, il est là. Mais est-ce que du coup, dans ce que toi tu dis, ce serait éliminons les 5 semaines de congé, faites confiance aux personnes et bah, quand tu as envie d'aller travailler, tu vas travailler, quand t'as pas envie, t'as pas envie et puis ce serait ça? Exactement. Pour moi, il y a toujours ce même paradoxe de la confiance qu'on a dans tous les épisodes qu'on tourne ensemble. Je veux dire, ce paradoxe de la confiance où on dit aux managers, vous devez faire confiance à vos employés, vous devez éliciter de la confiance parmi vos collaborateurs, vos équipes, etc., que tout le monde se fasse confiance. Et au final, qu'est-ce qui se passe effectivement? C'est on, on pointe, on demande aux gens d'être là, on demande aux gens de mettre leurs vacances dans des cases, sur des Excel, dans des logiciels, etc. pour les RH. On demande que chacun se mette bien pour partir ensemble ou partir en décalé si besoin, etc. On contrôle. Et quand il y a du contrôle, il n'y a plus de confiance. OK, mais moi, pour moi, il y a un truc qui marche pas. Je suis d'accord avec toi et j'ai envie d'y croire, mais il y a un truc qui marche pas quand même. Comment est-ce que tu fais dans une entreprise et je reviens à ma question tout à l'heure, au final, j'ai l'impression que ça marche pas si tu as pas un minimum de contrôle parce que si tout le monde part, il y a quelque chose qui tu sais, l'entreprise, elle tourne plus. Si, tu es obligé. Parce qu'en fait, quand tu fais confiance, les gens partent pas. Quand les gens sont ne serait-ce que contents de travailler, bah, ils sont pas forcément extrêmement engagés, ils sont pas forcément. Ouais. Quand on attend d'eux un travail qui soit pas 100% de leur travail. Quand on attend d'eux un travail, on leur dit: «Tu le fais et si à la fin tu le fais, ça me va, tu peux le faire quand tu veux, si tu veux, machin, mais à la fin, je veux juste que le job soit fait» et ben, la plupart du temps, le job est fait. Mais ça, il faut faire confiance pour le savoir. C'est vrai. J'ai rien à rajouter, effectivement. Après, ça dépend du travail. Ça dépend du travail, oui, c'est sûr que quand tu as un travail qui ne sert à rien et pour lequel tu n'es pas du tout, intéressé à faire, tu travailles dans un call center où tu te fais insulter tous les jours. Là, effectivement, si tu dis aux gens, bah, tu peux partir, quand tu veux et revenir, voilà, tant que tu as, 15 appels, aujourd'hui, hein, bon, effectivement. Ouais, mais là, j'ai l'impression de ce que Mais il tu se nous dis là, trouve c'est chouette, c'est beau, mais c'est un peu un monde idéaliste parce que ça voudrait dire que il faudrait que tous, on soit dans un travail, qu'on aime, qui apporte du sens. On va revenir dans un épisode sur le sens au travail en plus, je pense. Tout ça qui te donne envie d'y aller, en fait, au travail parce que sinon, tu y retournes enfin, malgré la confiance, tu y alors retournerais pas forcément. ça part d'un principe idéaliste Mmh. qu'il y a pas besoin que tout le monde soit 100 productif au travail. Parce que, bah, oui, quand tu es dans une équipe de 10 personnes et que tu dis aux gens: «On fait complètement confiance, on regarde pas du tout ce que vous faites, vous pouvez partir quand vous voulez» et cetera. Tu sais que sur 10 personnes, tu en auras 2 qui vraiment en profiteront énormément. Tu sais que tu en Oui. auras, 6 qui en profiteront un petit peu, mais qui font quand même leur job et qu'il y en a 2, eux, vraiment, ils sont toujours productifs, ils s'en fichent des vacances et cetera. La question là, c'est justement, est-ce que c'est pas grave, en fait? Pour un capitaliste, c'est insupportable comme idée. Parce que lui, il veut que tout le monde soit 100 productif. Mais Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on ait des données là-dessus. J'aimerais bien savoir si, par exemple, on a une équipe, dans l'esprit du capitalisme même, on a 10 personnes, OK? À qui on regarde tout chaque KPI et cetera, comment est-ce qu'ils produisent et que tout. Puis on a une autre équipe où on a, le système que je dis, on est basé complètement sur la confiance et puis on voit. Puis j'aimerais savoir si et puis j'ai envie d'y croire, moi je sais pas, j'ai envie d'y croire. Si
justement, ça serait pas plutôt l'équipe dans laquelle on fait confiance, où en fait les choses se passent mieux et puis, bah, ça amène plus de production parce que, bah, du coup, ils disent: «Bon, on me fait confiance, je suis là, tu sais, du coup, tu es moins absent du travail» et cetera. Que dans l'équipe où tu as tellement de contrôle que les gens, du coup, ils se font pas confiance non plus entre eux, donc ils partagent moins les informations qu'ils ont, ils s'entraident beaucoup moins, ça se tire plus dans les pattes et donc du coup, moins de productivité au final. Et le problème, ça serait que c'est pas généralisable. C'est-à-dire que ce genre de manière de penser, c'est ce que je disais quand je prenais l'exemple des call centers, mais fondamentalement, ça dépend aussi de la culture d'entreprise, ça dépend du type de travail que tu fais. Quand tu as un travail créatif, euh, tu sais pas quand l'idée créative elle va arriver. Donc là, tu as vraiment besoin de confiance et de lâcher, etc. Quand tu fais un travail de secrétariat, disons, t'as une masse de travail importante, mais c'est toujours le même type de travail. Donc là, il faut que tu sois là et que tu travailles. Tu peux pas t'absenter ou autre. Par contre, là où je pense qu'on peut trouver, par exemple, hein, des études, ça serait sur les gens qui travaillent à la maison versus les gens qui sont obligés d'aller au travail. Tu as des données là-dessus? Bah, moi, je me souvenais de la période Covid que, en général, en moyenne, les gens étaient plus productifs quand ils étaient à la maison que quand ils étaient au travail, tout simplement parce qu'ils sont moins fatigués par les temps de trajet. Et ben justement, ben comment est-ce qu'un changement dans la manière de prendre des pauses, ça peut améliorer notre santé mentale globale? T'as déjà dit, hein, un peu là, le fait tu plus les trajets, ça ça Oui, ça ben, permet ça aussi? oui, non, moi, je pense que au-delà de ça, laisser la possibilité aux gens d'avoir des temps d'oisiveté et tant pis s'ils sont pas 100 productifs, ça ne peut qu'avoir des effets positifs sur l'ensemble des employés de l'entreprise. Oui, il y en aura qui profiteront un petit peu, oui, il y en aura qui profiteront pas du tout. En majorité, bah, les gens sont un peu moins productifs, mais le tout est différent de la somme des parties et donc ça veut dire que les gens, au cours de l'année, ils seront plus le résultat sera plus productif. Parce que juste les gens, ils sentiront qu'on a confiance en eux, que la culture d'entreprise, c'est une bonne culture d'entreprise et donc ils ont envie d'être engagés là-dedans, ils ont envie de rester et donc ils travailleront mieux. Ils seront pas forcément plus productifs, mais ils travailleront mieux. Parce que la productivité n'est pas un indicateur de qualité du travail. Tu peux être extrêmement productif et faire que des erreurs. Oui, ça c'est un très bon point, effectivement. Da Mais quand tu es moins fatigué, Mmh. tu fais moins d'erreurs. Donc toi qui vas monter ton entreprise là, la façon donc tu mettrais ça en place et tu fais confiance à 100 à chaque personne et tu regarderais pas ni leurs heures de travail, ni comment ni de quelle façon, juste tiens, tu fais quelque chose et puis on voit, après si c'est bon. Ça serait ça ta façon de faire? Compliqué parce que entre monter son entreprise individuelle et imaginer avoir des employés, c'est compliqué. Mais en gros, si j'arrive à avoir un employé, je lui laisserai, presque, l'entière, responsabilité d'un domaine de travail. C'est-à-dire que ce sera son domaine et ce sera à lui d'être fier de ce qu'il produit vis-à-vis de son domaine de travail. Typiquement, l'entreprise que je souhaiterais, créer, ça serait, une entreprise de, rédaction, un petit peu comme un journal. Il se trouve que les journaux, tu as l'éditeur en chef et puis tu as des éditeurs par rubrique et l'idée, c'est qu'il soit éditeur d'une rubrique, tout Mmh. simplement. C'est-à-dire, c'est sa rubrique, il y met ce qu'il y veut dedans, mais il faut qu'il soit fier de ce qu'il y mette et il faut que ça tourne un petit peu, donc qu'il produise quand même un petit peu, mais il sera pas obligé de produire tous les jours quelque chose, par exemple. Il peut parfois décider de faire un Ouais, gros mais dossier, puis parfois il peut décider de faire des posts. Et puis s'il veut travailler beaucoup un jour pour avoir 3 ou 4 posts, en avance et après ne plus travailler, partir et les posts sont mis, automatiquement, aucun problème non plus. et tu penses que tu arriverais à faire suffisamment confiance en justement, en fait, en regardant juste la qualité du travail et pas en checkant, heure par heure qu'est-ce qu'il a fait? Je pense que s'il est responsable de ce qu'il fait, qu'il a toute la le contrôle sur ce qu'il fait, c'est-à-dire que ça va pas être à moi, de juger de la qualité de ce qu'il fait. Parfois je peux réfléchir avec lui ou me poser des questions en me disant: «Mais est-ce que ça, ce serait pas mieux comme ci? Est-ce que» et cetera. On se pose des questions, mais je pense que s'il y a vraiment cette notion à la fois de confiance et d'une vraie responsabilité, tu as pas grand risque, quoi. C'est une vraie responsabilité, c'est pas une responsabilité de façade. Mmh. On dit aux gens: «Tu es responsable parce que tu as signé, tu signes à la fin, c'est toi l'auteur du poste». Non, une vraie responsabilité du style, c'est toi qui donnes le ton, c'est toi qui donnes, la forme, c'est toi qui va guider, tout ce qui va être dit à ce moment-là.
Si tu as envie de faire une semaine où tu parles que de la dépression, semaine tu parles que de la dépression. Si tu as envie de faire une semaine où tu parles que d'anxiété, tu parles que d'anxiété. Si tu as envie de faire des dossiers, tu fais que des dossiers. Si tu as envie de faire des posts, tu fais que des posts. Évidemment, la personne, elle est pas idiote, elle va pas dire, bah, à partir d'aujourd'hui, je ne fais que des dossiers. Non, il va faire de temps en temps des posts et des plus gros dossiers quand il peut. En gros, ça serait faire des doubles pages et puis parfois juste des petites annonces. Ouais, ça se peut que t'aies du coup des personnes qui vont qui vont t'écrire en disant, est-ce que t'embauches en ce moment, Adrien? T'auras peut-être ça, non? D'ici 2-3 ans, si tout va bien, on y est Je pas. republierai le podcast où ça sera les Mais je embauches pense, directement. je pense, parce qu'on le dit hein, depuis plusieurs épisodes, mais tout tourne autour de la confiance. Je pense que l'un des principaux problèmes qu'on a, qui crée toute cette souffrance, c'est que on dit aux gens qu'on leur fait confiance alors qu'on leur fait pas confiance. Et tout tourne autour de ça. Et là, le problème des vacances, c'est ça. Le problème des vacances, c'est, on dit aux gens qu'on vous fait confiance pour être productif parce que vous avez le droit de partir en vacances par la suite. Alors qu'en fait, on devrait leur dire, vous avez le droit d'être oisif quand vous le souhaitez. Et pas durant la semaine de vacances qu'on a mis sur une feuille Excel. Je pense que c'est fondamentalement là le problème des vacances. Moi, j'aime bien ce que tu proposes. Maintenant, je suis en train de me dire, ok, imaginons qu'on dise aux Français, ok, à partir d'aujourd'hui, plus vos 5 semaines de vacances. Moi, je pense que tu as une révolte qui arrive. Donc, d'après toi, comment est-ce que les perceptions culturelles des vacances, elles influencent aussi notre façon de les envisager? Alors déjà, je voudrais répéter ce que j'ai dit parce qu'on parle de perception culturelle. Les vacances, c'est quand même quelque chose, de nos pays à nous. C'est-à-dire que moi, ma femme, par exemple, elle est partie au Vietnam quand elle était toute jeune, et discuter et en fait, elle avait discuté, avec des personnes là-bas, se rendant compte que ces personnes qui habitaient dans un village n'étaient jamais allées dans les villages autour. C'est-à-dire on a une personne blanche de Paris qui va au Vietnam rencontrer des gens qui disent: «Mais moi, en fait, les gens à 10 minutes à pied de chez moi, je les ai jamais vus parce que c'est pas le même village que moi». Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, il y a aucun intérêt à faire ça. Pourquoi tu irais dans un village à côté, si tu as pas d'intérêt, que tu connais personne, que c'est pas intéressant? Donc la logique même de vacances, c'est une logique qui n'existe que dans nos pays capitalistes à nous, d'accord? Et ensuite, ce que je disais, c'est qu'il y a au moins 3 types de vacanciers. Il y a ceux qui partent pas, qui vont investir leur intérieur, il y a ceux qui partent toujours au même endroit et il y a ceux qui partent loin. Déjà, quand tu veux répondre, à cette question sur les différences culturelles, faut déjà se dire, bah, en fait, c'est des différences entre ces cultures-là, de ceux qui partent au même endroit, de ceux qui partent loin. Et en fait, ceux qui partent loin, c'est que des gens de nos pays riches à nous qui partent un peu toujours au même endroit. Le fait qu'ils partent toujours au même endroit, d'ailleurs, ça pose d'énormes problèmes climatiques et de problèmes, de ressources, de nourriture, de destruction, avec les hôtels et cetera et cetera. Je pense que c'est surtout ça la question à se poser, c'est: est-ce qu'on autorise qu'une petite partie des très riches aille très loin pour survivre à leur, quotidien qui est très difficile parce qu'ils ont besoin d'être très productifs? Pour moi, c'est ça la question. Ouais, mais là, tu vois, on parle des très riches qui ont besoin de partir parce que leur quotidien est très difficile, mais ceux qui sont plus pauvres aussi ont besoin de partir. Ils peuvent pas, mais ils ont ce besoin-là aussi. Ils ont besoin de périodes de oisiveté, mais est-ce qu'on a besoin de partir comme ça 2 semaines, 3 semaines, très loin pour se vider l'esprit? Pour moi, la question à se poser, c'est pour moi, la question à se poser, c'est, comment on pourrait faire pour ne pas avoir besoin de se vider l'esprit? Comment on pourrait faire pour que notre esprit soit correct au quotidien? C'est-à-dire que là, la question qu'on pose, c'est: comment je fais pour survivre à mon quotidien qui est hostile? Et je le fais parce que j'ai 2-3 semaines dans l'année qui me permettent de souffler. Je pense pas que ce soit très sain. C'est-à-dire on parle Non, de mais j'avoue, ça paraît tellement absurde de se dire, en fait, tu charbonnes, tu charbonnes, tu charbonnes, tu vas à fond toute l'année pour juste, genre, vivre, survivre, peut-être, genre, juste 3 semaines, et c'est tout. Et après, tu recommences. Ça paraît complètement oui, fou. et alors moi j'avais vu justement la situation du Canada où les employeurs ont le droit de forcer leur personnel à prendre du temps de repos. C'est alors selon Jason Béo qui est avocat du travail, c'est une règle de droit immuable. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je lui fais confiance, je suis pas avocat. Et les entreprises, elles n'appliquent pas ces lois. C'est-à-dire qu'en gros, si j'ai bien compris,
les employés ont le droit de prendre des vacances et ne le prennent pas, et les entreprises sont très contentes qu'ils ne le prennent pas. Oui, après, en fait, les entreprises, elles Sauf doivent qu'en te donner de fait, l'argent que t'as pas pris. En fait, en gros, les vacances, c'est comme un crédit, tu sais. mhm, Donc, elles sont payées. Si tu les as pas prises à la fin de l'année, juste on te les paye, tes vacances. d'accord. Mais alors moi, ce que j'avais lu, c'est qu'il y a des entreprises qui quand même t'obligent à prendre ces vacances pour réduire les cas d'épuisement professionnel. J'ai l'exemple aux États-Unis de Motorola qui a recours au congé forcé. Mais ils sont pas payés, les gens, à ce moment-là? Si, Ou est-ce qu'ils sont ils payés? Ils sont sont payés payés. par l'entreprise. Ok, Ouais. très bien. Et alors au Japon, il y a un mot qui s'appelle le karoshi, qui décrit une mort subite causée par l'épuisement professionnel. Et donc le gouvernement japonais réfléchit lui aussi avec cette idée d'imposer des congés aux individus. Simplement parce que sinon ils prennent pas, hein, c'est ce que tu viens de dire, sinon ils les prennent pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ouais, mais moi, ça me paraît absurde aussi. Moi, j'ai un problème là-dessus, excuse-moi, Adrien. C'est juste que je comprends pas la logique de ça. Parce que je me dis, pourquoi est-ce qu'on se dit, bah tiens, pour éviter l'épuisement professionnel, on envoie les gens en vacances. Mais ça marche pas du tout. C'est pas parce que tu pars 2 semaines en vacances que tu évites l'épuisement professionnel. C'est enfin, c'est le contexte de l'entreprise, dans ce que tu évolues, dans l'organisation et tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on accepte que le travail tue. Et que pour éviter que le travail tue, on va imposer aux gens un moment où ils sont pas au travail. En disant le fait que les gens ne soient pas au travail un instant T va leur permettre d'éviter de se tuer au travail. Et ce que je trouve fou justement, c'est qu'on parle de bien-être au travail, de l'importance de la déconnexion, du fait de prendre soin de soi en vacances, etc. En fait, implicitement, les capitalistes dans ces pays-là reconnaissent le fait que le travail tue et que les vacances sont un palliatif au travail. Les vacances, c'est pas fait pour que les gens prennent soin d'eux. Les vacances, sont faits pour que les gens survivent les périodes où ils ne sont pas aux vacances. C'est ça que ça veut dire. Là, les gens qui vont écouter ça, maintenant, ils vont plus voir les vacances de la même façon. Donc, je vois plus les vacances pareil. Mais comment tu veux le dire autrement? Je veux dire, quand tu vois des lois comme ça qui passent, qui imposent des vacances aux entreprises pour éviter que les gens meurent, comment tu l'interprètes autrement? Moi, je sais pas l'interpréter autrement que ça. Mais ça veut aussi dire autre chose, c'est qu'il y a ceux qui vont faire partie de ces entreprises qui vont pouvoir profiter des vacances parce qu'ils ont suffisamment d'argent pour pouvoir souffler. Et il y a les pauvres qui, eux, ne pourront pas profiter de leurs vacances, justement, et qui, ben, en fait, quand tu es pauvre, tu profites ni de ton travail ni de tes vacances. Tu profites jamais juste parce que tu es pauvre. Et en plus de ça, quand t'as pas de travail, t'as pas le droit de profiter de ta vie. Parce que tu ne peux profiter de tes vacances que si tu as un travail. Donc quand tu n'as pas de travail, tu n'as pas le droit de profiter de ta vie. Donc en fait, le système capitaliste, il te dit, tant que tu n'as pas de capital, tu es toujours perdant. Quand, quand tu fais partie de ceux qui gagnent le plus, bah, tu gagnes un petit peu quelques vacances où tu peux t'échapper, mais tu as un quotidien qui est très difficile. Quand tu es plus pauvre mais que tu peux travailler, bah, tu peux pas t'échapper. Et puis en plus, quand tu peux pas travailler, bah, de toute façon, tu peux pas t'échapper. Et en plus de ça, il faut que tu trouves un travail. Donc tu peux pas profiter. En fait, il y a aucun moment où si t'as pas de capital, tu peux profiter de la vie. Par contre, on demande jamais. En fait, le capitaliste, lui, il peut prendre des vacances quand il veut. Parce qu'il n'est pas soumis à des horaires de travail. Il n'est pas soumis à quoi que ce soit d'autre. Donc lui, il est capable de prendre des vacances quand il veut. Et d'ailleurs, quand tu regardes ce que font les capitalistes, il n'y a pas de productivité chez les capitalistes. Parce que les capitalistes, quand ils ont un repas d'affaires, le repas d'affaires, il peut durer 1 heure, il peut durer 2 heures, il peut durer 3 heures, il n'y a pas de productivité à un repas d'affaires. Par contre, toi, tu es un employé, t'as une demi-heure pour manger, tu as 1 heure maximum pour manger. En fait, il y a cette logique, la logique derrière les vacances, c'est vraiment la logique du contrôle des travailleurs. C'est vraiment une logique de, on va normaliser les temps de pause et les temps d'oisiveté. Si toi, tu as du capital, tu n'es pas soumis à ce contrôle. En fait, je pense qu'il faudrait penser contrefactuellement à la question qu'est-ce qui se passerait chez les gens qui n'ont pas de vacances? Et du coup, comme je viens d'y répondre, chez les gens qui n'ont pas de vacances, bah, on voit au Canada, aux États-Unis, au Japon, que des gens meurent et que pour éviter ça, ils prennent des vacances. Je pense que c'est plutôt la manière de répondre à cette question. C'est pas est-ce que les vacances ne sont pas toujours nécessaires pour le bien-être des employés, c'est qu'est-ce qui se passe dans le cas où il n'y a pas de vacances? Dans nos systèmes capitalistes actuels, les gens meurent. Et est-ce que tu as des exemples d'entreprises ou de pays qui ont mis en place des systèmes de pause régulières? Bah, là, pour moi, la France, c'est un bon exemple, justement, c'est ce qu'on disait au début, hein, parce qu'il y a 5 semaines de congé, ce qui est beaucoup.
et il y a beaucoup de jours fériés. Donc, j'aurais quand même tendance à dire que la France est plutôt un exemple de pays qui a implémenté ça plutôt avec succès. Je sais pas, peut-être que tu es plus au courant que moi sur les risques psychosociaux en France par rapport à d'autres pays, peut-être les prévalences, etc. Mais je pense aussi que tout ça est confondu aussi avec les lois qui protègent les travailleurs. Je veux dire, les vacances, c'est qu'une toute petite partie de tout ce qui va faire que les gens survivent au travail, quoi. Donc je sais pas si toi tu as vu des études là-dessus. Moi, je pense que de toute façon, ça serait très difficile de montrer quelle est la part du fait d'avoir des pauses régulières ou des journées régulières dans le bien-être des individus par rapport à d'autres choses. Parce qu'en plus, les entreprises qui t'autorisent à prendre plus de pauses sont souvent des entreprises qui ont une meilleure culture d'entreprise. C'est des entreprises où bah, les managers sont aussi fondamentalement plus dévoués aux collaborateurs et tu vois, tout est relié aussi. Oui, t'as pas, oui, 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 complètement. Donc je sais pas vraiment, même si c'était stable en fait, ce genre de questions. Sauf en disant, bah oui, effectivement, peut-être que dans des pays comme la France, on est plus protégé que dans d'autres pays qui a moins de semaines de vacances disponibles. Oui, en vrai, ça m'a manqué, hein, de passer de 5 semaines de vacances, plus tous les jours de fériés qu'on a en arrivant au Canada, à passer à que 2 semaines de vacances et beaucoup moins de jours fériés. Je t'assure que tu sens la différence. Vraiment. Et la question, c'est est-ce que du coup, ça t'a impacté ton bien-être? Et le fait est que bah, si tu gagnes suffisamment d'argent pour pouvoir quand même prendre des vacances, ou si tu es dans un métier qui te permet de prendre quand même des vacances, bah alors là, du coup, ça impacte ton bien-être en disant, bah oui, je peux prendre plus de Et vacances bah, qu'en tu vois, France. c'est marrant parce que c'est plus je me suis sentie mieux, mais c'est parce que, OK, tu sais, en France, je travaillais jusqu'à 19h, puis c'était tout le monde partait genre vraiment très, très tard. Là, au Québec, à 17h, il y a plus personne dans les bureaux, mais plus personne, personne. Il y en a plein qui partent à partir de 15h et ce qui fait que l'année dernière, oui, je me suis rendu compte de ça cette année. L'année dernière, j'ai pris 0 vacances, mais ça m'a pas manqué. Ça m'a vraiment pas manqué et parce qu'il y a Et cette donc, ça confiance. pose la question des temps Ouais. d'oisiveté. Et on en revient à cette question-là, c'est-à-dire que oui, effectivement, si tu travailles 2, 3 heures par jour grand maximum, t'as pas besoin de Mmh. vacances, ça te suffit. Complètement. Et du coup, bah, vous, chers auditeurs qui nous écoutez, est-ce que vous pensez qu'on pourrait vivre sans vacances? Ou encore mieux, est-ce qu'on pourrait vivre sans avoir besoin de vacances pour survivre? Pour reprendre notre petit mot, du début. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Adrien? Il y a plein de punchlines que j'ai pas pu mettre, je suis déçu, mais Ah vas-y, moi je veux tes punchlines, je les veux! ah là là, non, mais il y a une punchline que j'aimais bien qui était on demande aux gens, tu pars quand toi déjà? Tu pars en juillet, tu pars en août, et on leur dit jamais tu rentres quand toi déjà, quand ils sont en vacances. Parce que t'as pas envie de rentrer. Tu dois rentrer, mais t'as pas envie. Mais c'est ça, je comprends pas. Parce que là, tu dis que tu fais confiance, OK. Mais tu es d'accord avec moi que la plupart des gens, entre aller travailler ou si tu peux être juste oisif et faire toutes les choses que tu as envie, tu les fais et tu rentres jamais. Tu tu pars de ce principe-là par rapport à l'existant. C'est-à-dire par rapport à notre culture actuelle. Notre culture actuelle, c'est on nous a toujours dit: «Il faut que tu travailles le plus possible, donc si il y a un moment où tu peux t'échapper, tu t'échappes». Mais si tu changes de manière de penser en disant: «C'est bien de travailler, mais c'est pas la vie, mais il faut quand même travailler un petit peu», bah, tu travailles un petit peu. Tu fais ta part, mais juste tu acceptes que quand tu ne travailles pas, tu ne travailles pas. Et en fait, tu as plus cette anxiété parce que ce qui se passe, c'est que tu as cette pourquoi toi tu pars à 19h? Parce que les autres partent à 19h. Parce que si tu pars plus tôt, tu as l'anxiété de pas avoir fait ton job. Ouais. Et du coup, si tu penses différemment, si tu penses que, bah, en fait, faire son job en 3 heures, en 4 heures, c'est largement assez. Tu plus cette anxiété avec toi. Donc tu profites de tes temps de oisiveté, tu es moins fatigué, puis quand tu travailles vraiment. Donc en fait, tu pars du principe que, heu, les gens ne travailleraient pas si on leur laissait plus de liberté pour être oisifs. Mmh. La vérité, c'est qu'ils travailleraient moins, c'est évident. Mais est-ce qu'ils travailleraient pas pour autant? Ben non, à partir du moment où ils changent de manière de penser vis-à-vis du travail. C'est notre manière à nous qu'on a de penser le travail, comme étant un labeur, quelque chose de difficile, de pas agréable, quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, mais qu'on est obligé pour gagner un salaire qui pose problème. Et de toute façon, c'est vrai, dans certains métiers, ça sera toujours le cas.
Qu'est-ce qui sera toujours le cas? Il y a des métiers Oui, pénibles. donc ça, en fait, il faudrait repenser carrément tout le système pour plus avoir ces métiers pénibles-là, parce que sinon, ça crée aussi une injustice. Donc, de plus avoir ces métiers-là qui sont pénibles, d'avoir des Non, mais métiers. je te donne un exemple qui pose une vraie question par rapport à ça, c'est le métier d'agriculteur. Un agriculteur, enfin, métier d'agriculteur qui possède des animaux. Tu peux pas partir en vacances. Tu peux pas laisser tes animaux comme ça. Donc souvent, les agriculteurs, ils laissent une journée, 2 journées, parce qu'il y a le père, le voisin, etc., qui peut donner à manger aux animaux. Ils peuvent pas partir en vacances. Donc typiquement, c'est le genre de scénario où, en fait, les vacances, ça n'existe pas pour eux, par exemple. Indépendamment du fait qu'ils gagnent bien leur argent ou pas. Oui, tu as un taux de suicide énorme aussi, hein. Ah oui, oui, oui. Ben oui, oui, c'est clair. Mais pourquoi c'est le cas? Parce qu'on a demandé d'avoir des cheptels de plus en plus gros, que du coup, il y a encore plus de boulot, et c'est aussi une logique capitaliste. Dis-leur, bah, en fait, tu peux gagner correctement ta vie avec un cheptel 2 fois moins important. Il n'y en a pas un qui te dira, je refuse. Donc en fait, la question, encore une fois, c'est pas vacances, c'est à quel point on autorise les gens à ne pas être productifs à 100% et à pouvoir juste se reposer un peu pour vivre mieux leur vie, quoi. Mais du coup, c'est encore une fois une logique anticapitaliste de dire, bah, moi, en tant qu'entreprise, j'accepte que les gens qui travaillent pour moi soient pas à 100% productifs et c'est OK. Tant que moi, j'arrive à gagner un peu d'argent avec mon entreprise, à pas être déficitaire, ça me va. Mais est-ce que j'ai besoin d'autant de profit et en poussant les gens et en rinçant les gens, et une fois qu'ils sont rincés, on change de gens parce que de toute façon, il y a tellement de gens qu'on peut facilement les remplacer? Je pense pas que c'est évidemment un idéal pour une entreprise. Est-ce que c'est un idéal pour une vie? Ouais, mais alors pour un OK, je me mets dans les bottes. Non, Ah, mais excuse-moi, je excuse-moi, disais, je suis désolée. Vas-y. c'est l'idéal pour un dirigeant d'entreprise de pouvoir faire ça. Rincer les gens, ils partent en vacances et comme ça ils sont contents, et puis ceux qui y arrivent pas, bah, ils se font virer, etc. Mais pour un État, pour des citoyens qui vivent ensemble et qui essayent de maximiser le bien-être de tout le monde, ça n'a aucun sens. Mais comment, OK, là, imaginons, j'ai mon entreprise, comment est-ce que je peux faire ça? Parce qu'après, tu sais, on est dans une mondialisation quand même, donc tu peux te faire bouffer par les autres concurrents qui, eux, font ça. Donc même si toi, à ton échelle, tu as envie, tu sais, de faire confiance, de laisser, une part enfin, tu sais, les gens oisifs quand ils en ont besoin et cetera. OK, très bien, mais tu pourrais te faire bouffer par les autres boîtes et du coup plus exister et puis avoir de boulot pour tu sais, il faudrait carrément repenser le système mondial et ça me paraît idéaliste. Bah, tu as déjà des lois, typiquement les lois pour la déconnexion sont pas tellement appliquées, tu vois? Ouais. Si rien que ça, je veux dire, si vraiment on disait aux entreprises: «Si les gens qui partent en vacances, vous les contactez», grosse amende. Déjà, ça envoie un signal, tu vois? Ça envoie un signal aux entreprises. En fait, effectivement, il y a des temps d'oisiveté. Les employés respectent le fait qu'on leur prive de liberté vis-à-vis de ce temps d'oisiveté. Vous devez respecter que ce temps d'oisiveté, ce soit un vrai temps d'oisiveté. Ça commence par là, tu vois? On n'est pas obligé de dire: «OK, on révolutionne le capitalisme mondial», ça commence par là. Ça commence par dire: «On protège les travailleurs des dérives du capitalisme». J'aime beaucoup. Je pense qu'on conclut comme ça et j'envoie la musique. Attends, je voulais dire autre chose, il y avait un Vas-y, dernier vas-y, truc que je on voulais dire. Oh là enregistre là, on toujours. s'arrête jamais, on s'arrête jamais. Est-ce que bah, tu sais que moi, quand j'ai fait les questions, je me dis, «Ah ouais, j'ai pas beaucoup de questions cette fois. En plus, les vacances, ça va être un petit sujet. On est sur un, allez, 30-40 minutes. Non, non, on est déjà plus qu'1 heure maintenant.» Mais je crois que c'est mon dernier, c'est mon dernier. Vas-y, vas-y. Oui, ben, alors du coup, c'était par rapport au profit. On n'a pas discuté de ça en profondeur, mais tu vois, on dit profite de tes vacances. OK, profit économique, ça on l'a dit. Mais en fait, si on va plus loin, si on s'intéresse vraiment au bien-être de la personne et qu'on part du principe que les vacances sont là pour tenir vis-à-vis des temps où tu pas en vacances. Mais si on s'intéressait vraiment au bien-être de la personne, ça voudrait dire qu'on accepte de pouvoir dire: «Profite de ton lundi», Mmh. dans le sens où si la personne se sent bien au travail, bah, elle est censée d'être contente d'aller au travail le lundi. Le jour où on pourra dire aux gens: «Profite de ton lundi», ça veut dire qu'on se sera vraiment intéressé au bien-être des personnes. Mais qu'est-ce qu'on dit maintenant? On leur dit: «Bon courage pour ta semaine». Ouais, c'est vrai. Mais non, mais ça montre bien que les gens sont en souffrance. Ouais, c'est Bon vrai. courage pour ta semaine. Il faut tenir encore la semaine. Non, le jour où tu diras: «Profite de ta semaine de travail», bah, c'est que tu seras dans un état de bien-être, quoi.
Comment tu te sens, toi, Adrien, dans ton travail? Mais moi, je kiffe mon travail. Toi, tu profites de ta semaine. Moi, je profite de ma semaine, je profite de mes week-ends, je profite. Ouais, j'adore tout ce que je fais. Je me dis en plus, c'est bientôt fini, donc il faut que je profite de mon travail au maximum. C'est formidable quand tu es dans une situation comme ça, tu Ouais. peux pas rêver mieux. Tu peux pas rêver mieux. Je profite de ces moments de podcast, je profite, c'est formidable, c'est formidable. Oui, c'est ça. Ça rejoint avec le fait que bientôt on va tourner un épisode qui est «Faut-il que le travail ait un sens?» Et ça, je suis pressée parce que là, ce que tu me dis, moi, j'étais persuadée que tu allais me dire un truc genre: «Bah non, faut absolument enfin, on n'a pas besoin que le travail ait un sens». Alors que là, avec tout ce que tu es en train de me dire par rapport au travail et cetera, je me dis que pour que tu sois bien, il faut que ça fasse quand même du sens pour toi. Donc ça va à l'inverse de ce que je pense que tu allais dire. Enfin, je sais pas, en tout cas, j'étais hâte à l'épisode, du coup. Je ne dirai rien avant l'épisode.